La plupart des aliments se mangent. Shake and Bake, c'était à faire, non seulement un dîner, mais un rituel avec un sac plastique et du poulet cru. Et ce genre d'agitation agressive qui semblait étrangement thérapeutique, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va voir ce qui est réellement arrivé à Shake and Bake. Mais avant de commencer, assure-toi d'être abonné à Weird History Food et dis-nous dans les commentaires ci-dessous quels autres produits alimentaires étranges et nostalgiques tu veux qu'on explore ensuite. Et maintenant, pour toi, on va faire notre propre version de Shake and Bake. Sur le papier, Shake and Bake n'a rien d'extraordinaire. C'est un mélange de chapelures assaisonnées conçues pour enrober la viande, généralement du poulet, du porc ou du poisson. En mettant à la fois la nourriture et l'assaisonnement dans un sac, on secoue, puis on fait cuire au four. Et c'est tout. Il n'y a pas d'épices secrètes, pas de technique ancestrale, pas de lignée culturelle remontant à des siècles, ce ne sont que des miettes de pain qui ont obtenu un diplôme d'associé. Mais cette simplicité cache le fait que Shake and Bake est né d'un moment très précis de l'histoire américaine. Un moment où temps, travail et attente autour de la cuisine s'effondraient silencieusement ensemble. Après la Seconde Guerre mondiale, la vie américaine s'est accélérée et les banlieues ont explosé. Au figuré, les trajets domicile-travail ont augmenté, la télévision a fixé l'heure du dîner et plus de femmes ont intégré le marché du travail. Avoir quelqu'un à la maison pour préparer le dîner chaque soir devenait de plus en plus optimiste. Alors les entreprises Bones Alimentaires ont réagi de la seule façon qu'elles connaissaient, en inventant de nouveaux produits à vendre, des produits qui éliminaient des étapes. Oui, les années 1950 et le début des années 60 étaient l'âge d'or du « il suffit d'ajouter de l'eau ». Des préparations pour gâteaux logiques, des purées instantanées, des plats en boîte qui promettaient une satisfaction émotionnelle en moins de 30 minutes. Et même si des mélanges de panures assaisonnés comme Kentucky Colonel Chicken Mix, Dixie Fry et l'enrobage Nashville Hot Chicken de Morton existaient déjà, ils demandaient encore des efforts. Des bols, des œufs, du lait, du nettoyage. Par contre, Shake and Bake était un raccourci. C'était un précurseur parmi les produits alimentaires qui se demandaient « et si on supprimait tout ce qui est agaçant pour ne laisser que l'illusion de l'effort ?» C'est comme les trottoirs roulants dans les aéroports, tu marches, mais tout le monde sait que mentalement, tu as déjà décroché. La panure traditionnelle demande un processus en plusieurs étapes. Farine, œufs battus et chapelure, ce qui va si tu es chef, mais c'est franchement pénible si tu es déjà fatigué. Et en plus, on est mardi. Mais voici la triste vérité sur la chapelure. Elle ne veut pas rester sur ta nourriture. Bien sûr, l'adhérence de la chapelure, ça a l'air bien jusqu'à ce que tu vois toute ta panure glisser d'un blanc de poulet dans le four. Tu comprends qu'elle ne reviendra pas, comme un père absent ? Oui, la panure traditionnelle est un mensonge inventé par des livres de cuisine écrits par des gens plus énergiques que toi. Dans ce sens, Shake and Bake n'a pas réparé la cuisine, il a réparé la trahison, il a dit « et si les miettes tenaient vraiment leurs promesses ? Sinon, elles tomberont ou recouvriront plus tes doigts que ce que tu cuisines. » C'était bien ça le problème. Shake and Bake a cherché à résoudre le problème au lieu de demander au cuisinier de fournir un liant. Shake and Bake. Il contenait de la lécithine et des blancs d'œufs séchés qui absorbaient de l'humidité de la viande et faisaient adhérer la chapelure. Cet adhésif chimique a été développé par la scientifique alimentaire Ruth Sims, également créatrice de la farce à cuisson sur la cuisinière, dirigeant ainsi un gouvernement de l'ombre basé sur la chapelure. L'essentiel, c'est que vous n'aviez plus besoin de savoir ce que vous faisiez. Shake and Bake ne demandait pas de vous faire confiance, mais de faire confiance à la boîte. La chimie comptait. Mais c'est ce sachet qui a tout changé, parce que le sachet n'était pas seulement un emballage, c'était l'interface. C'était le bouton sur lequel vous appuyez pour que le dîner ait lieu. Il était aussi jetable, ce qui signifiait que vous n'aviez jamais à affronter ce que vous aviez fait, après coup. Mettez le poulet, versez le mélange, fermez le sachet et secouez vigoureusement. Peut-être plus que vous ne l'admettriez. Ce n'était pas un simple emballage, mais une véritable infrastructure émotionnelle industrielle. Aucun plastique moderne n'égale ça, les sacs Ziploc se déchirent au moindre regard. Les sacs de course se déchirent dès qu'on leur fait confiance, mais ce sachet Shake and Bake était fait pour résister à la violence. Il y eut aussi un moment calme pour l'inspection. Ensuite, vous ouvriez lentement le sachet, vérifiez les zones sans panure, trop découvertes, puis lui donniez une secousse. Non par nécessité, mais pour tourner la page. Le sachet ne faisait pas que le travail, il validait aussi l'effort. General Foods a vite compris qu'ils avaient en créé non seulement un assaisonnement, mais un système qui apportait à la cuisine un sentiment de contrôle et de finalité. Shake and Bake ne vous demandait pas d'apprendre, juste de suivre le mouvement.
Shake and Bake a fait son apparition dans les supermarchés en 1965 avec sa saveur de poulet originale, rencontrant un succès quasi immédiat. En 1966, à peine un an plus tard, il était devenu le mélange d'enrobage assaisonné le plus vendu aux États-Unis. Ce type de succès ne vient pas seulement d'un bon marketing, mais d'un produit qui répond à un besoin culturel. Il a aussi profité d'être assez gourmand. Le poulet rôti nature donnait l'impression d'une punition, le poulet frit ressemblait à un projet. Shake and Bake se situait pile au milieu, appelons ça croustillant, adjacent. Ça ne procurait pas vraiment l'expérience de la friture, mais ça en donnait l'idée, ce qui, pour la plupart des gens, suffisait largement. Shake and Bake est aussi arrivé exactement au bon moment psychologique. On disait aux Américains deux choses contradictoires. La commodité était moderne et bonne, mais l'effort vertueux et moral. Shake and Bake trouvait le juste milieu. Ça vous permettait d'avoir l'impression d'avoir fait quelque chose tout en ne faisant presque rien du tout. Vous n'étiez pas paresseux, vous étiez efficace, vous ne cherchiez pas la facilité, vous innoviez, vous ne sautiez pas d'étapes, vous utilisiez un système. À mesure que Shake and Bake grandissait, les saveurs se multipliaient, d'abord prudemment, puis, comme pour illustrer, fonce comme si tu l'avais volé, la version traditionnelle n'était que le début. Extra croustillant est arrivé presque immédiatement parce que l'Amérique ne se contentera pas d'une simple version classique. Citron poivre a suivi, vive et optimiste. Cajun est arrivé au début des années 80, à une époque où tout plat au paprika et à l'accent marqué était dit « sudiste », sans que ces saveurs ne cherchent à redéfinir la cuisine. Elles essayaient, eux, de vous donner l'illusion du choix tout en vous gardant bien à l'abri dans le bunker de chapelure. Puis sont arrivés les fantômes. Shake and Bake avait tout un menu secret. Des saveurs éphémères, sans traces écrites, subsistent seulement dans la mémoire de ceux qui assurent les avoir vus chez Kroger en 2009. Ranch chili, citron vert, ail rôti, bretzel aux herbes croquantes, buffalo. Elles n'ont pas vraiment été arrêtées, mais plutôt perdues en mer. Elles figurent dans d'anciennes listes de produits, des blogs flous ou sur des forums où quelqu'un demande « Quelqu'un se souvient du Shake and Bake parmesan, ail ?» Et 5 inconnus répondent « Oui » en majuscule, comme s'ils confirmaient une hallucination collective. Shake and Bake a toujours vécu dans ce couloir psychologique étroit où les gens se sentent responsables sans vraiment changer leur comportement. C'est cuit au four, pas frit, ce qui déclenche immédiatement le monologue intérieur. C'est mieux, non ? Tu n'as pas fait frire le poulet ? Donc cela veut dire que l'équilibre a été atteint, que la science est satisfaite. L'étiquette nutritionnelle, bien sûr, raconte une histoire plus compliquée. Shake and Bake est un produit transformé, salé, qui ajoute de nombreux éléments naturels et artificiels à votre alimentation, comme tous les mélanges d'assaisonnement. Mais comparé à la friture, cela semblait vertueux. Cela permettait aux gens de dire des choses comme « on essaie de manger plus léger cette semaine », tout en entendant le croustillant. Et ça comptait. C'est comme quand on prend un Coca Light avec un cheeseburger et des frites, pensant ainsi rééquilibrer l'univers. En somme, Shake and Bake n'a pas supprimé l'indulgence, mais l'a recontextualisée. Vous n'agissiez pas mal, vous étiez raisonnable, et la raison, ça se vend. Le génie, c'est que Shake and Bake n'a jamais voulu corriger votre alimentation, seulement aider. On ne vous demandait pas de vous réinventer. Il voulait juste s'assurer que le poulet n'ait pas un goût triste et que vous sachiez qu'on vous comprend. Vous faites des efforts. Shake and Bake et J'ai aidé est l'un de ces slogans publicitaires qui n'aurait pas dû survivre à l'administration Nixon. Pourtant, il demeure, immortel, résonnant dans notre subconscient collectif, telle une comptine murmurée chaque soir durant notre enfance. Ce n'était pas qu'un slogan, c'était une permission pour les enfants d'entrer en cuisine sans danger. Pas de couteau, pas de chaleur, pas de panique d'adulte, juste une ambiance, de la chapelure et la puissance irrésistible de secouer un sac. Cette phrase ne vendait pas de la nourriture, mais la contribution. Les enfants cherchaient pour la reconnaissance et Shake and Bake l'avait mieux compris que tout psychologue scolaire. Tu n'avais pas besoin de comprendre ce que c'était que l'assaisonnement ou les normes sanitaires concernant la température du poulet. Il suffisait de secouer le sac comme s'il te devait de l'argent, puis d'annoncer ta participation à toute la pièce. Cette proclamation comptait et J'ai aidé, ce n'était pas une question de compétence, c'était une question de reconnaissance. Cela permettait aux enfants de revendiquer leur part de gloire dans le repas, avec le minimum d'efforts légalement requis. Tu n'avais pas préparé le dîner, mais tu y étais désormais émotionnellement investi, ce qui, soit dit en passant, signifiait que tu étais beaucoup moins susceptible de t'en plaindre plus tard. C'était une stratégie parentale déguisée en pub. Un peu de pouvoir des stars ne nuisait pas non plus.
La publicité qui a vraiment fait connaître la marque était un spot de 1965, mettant en vedette June Lockhart de Perdu dans l'espace et Lassie. Dans les années 1970, ils ont lancé des publicités avec Pierre le Boucher, personnage fictif semblant être un tueur en série, mais qui était en réalité un vrai boucher. Dans les années 80, ils redeviennent célèbres dans des pubs où Pierre rencontre la parfaite maîtresse de maison. Anne B. Davis, mieux connue sous le nom d'Alice dans la série The Brady Bunch, qui n'était pas non plus une tueuse en série, du moins à la connaissance de tous. À un moment, Shake and Bake est devenu plus qu'un produit, une référence, une expression, un langage commun. En 1979, par exemple, le Muppet Show a fait référence au slogan « Et j'ai aidé », consolidant ainsi sa place dans la culture populaire familiale. En 1982, SCTV a plaisanté sur les aventures de Shake and Bake, une émission fictive parodiant la théorie selon laquelle Francis Bacon aurait écrit les pièces de Shakespeare, Shakespeare étant Shake et Bacon étant Bake. Et en 1999, les Simpsons s'y sont même mis eux aussi. Marge, je suis désolé, mais ta cuisine n'a que 2 mouvements, secouer et cuire. Tu aimes secouer et cuire, tu en mettais même dans ton cercueil, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg de chapelure. Parce qu'en 2006, le film Talladega Nights a relancé l'expression culte quand Will Ferrell et John C. Reilly ont nommé leur partenariat NASCAR ainsi. Cette référence montrait combien l'expression plus que la nourriture est entrée dans notre langage commun. Les musiciens l'ont aussi utilisée. Des chansons nommées Shake and Bake existent dans divers genres, citées par des groupes punk, des artistes hip-hop et des musiciens de blues comme Stevie Ray Vaughan. L'expression était si éloignée de son contexte que des jeunes pouvaient en croire à une simple rime, non à des instructions concrètes. Même McDonald's a tenté d'en profiter 2 fois. Dans les années 1990, ils ont lancé les Shake Fries, où les clients ajoutaient des sachets d'assaisonnement et secouaient les frites dans un sac. Plus récemment, McDonald's. Au Japon, ils ont lancé le Shaka Chicken, un filet de poulet frit servi dans une pochette où les clients ajoutent l'assaisonnement et secouent eux-mêmes. C'est du shake and bake dans tout, sauf le nom. Dans combien de cinémas êtes-vous allés ? Avez-vous demandé la grande boîte pour y secouer votre pop-corn avec plus d'huile aromatisée au beurre et de sel ? C'est une nation qui a grandi avec l'idée de secouer plutôt que de cuire ou de manger aussitôt après avoir secoué. En 2022, Kraft Heinz a retiré le sachet plastique iconique de Shake and Bake, vous savez, celui qui le distinguait de la concurrence et qui a rendu le produit emblématique pendant des décennies. Selon l'entreprise, ils l'ont fait pour des raisons de durabilité, éliminant près d'1 million de livres de déchets plastiques par an, ce qui correspond au poids de plus de 270 voitures de taille moyenne. Du moins, c'est ce qu'ils ont dit, bien sûr. Certains commentateurs ont aussi noté que demander aux clients d'apporter leur sachet mélangeur augmente la rentabilité en réduisant les coûts. Pour Kraft, cette interprétation est sans doute cynique, mais il est important de noter qu'ils n'ont pas baissé le prix du Shake and Bake, malgré les économies réalisées. Donc 2 points pour les cyniques dans ce sens. L'entreprise a été accusée de pratiquer la shrinkflation à la suite de ce changement, et Internet s'en est donné à cœur joie. Les gens faisaient des blagues sur le produit qui, privé de son shake, n'était plus que bake. Kraft ne semblait pas trop inquiet, sans doute grâce au soutien de nombreux consommateurs pour ce changement. Cela pourrait aussi être parce que Shake and Bake était le leader du marché dans sa catégorie, ayant connu une croissance régulière à 2 chiffres de 10,1% depuis 2019. Ce changement avait du sens sur le plan environnemental. Mais sur le plan émotionnel, beaucoup de gens étaient dévastés, car ils ne perdirent pas seulement du plastique, ils perdirent un rituel, une émotion, un souvenir qui vivait dans leurs mains. Shake and Bake a survécu, car le sachet n'était pas le produit. Sa promesse n'était pas d'apprendre à cuisiner, mais de montrer que cuisiner n'est pas effrayant. Cette participation pouvait être symbolique et mesurable. L'effort n'avait pas besoin d'être parfait pour compter. Et pour une boîte de chapelure assaisonnée, c'est un héritage plutôt incroyable. Parfois, le dîner n'a pas besoin d'être impressionnant. Parfois, il suffit juste d'être secoué violemment et de donner à tout le monde l'impression d'avoir participé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Secoué et pané. Alors, tu penses que secoué et pané, c'est pareil sans le sachet ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de Weird History Food.